Le mot utopie est dérivé du grec. Dans utopie, il y a topos, qui veut dire le lieu, et puis il y a soit ou, soit e. Le ou topos, c'est l'absence de lieu, le nulle part. Et puis le e topos, c'est le bon lieu, le lieu du bonheur. On considère que 1516, c'est la date de naissance, à la fois du mot et de l'idée, puisque Thomas More, dans un ouvrage célèbre, qui fait vraiment partie de l'histoire de la pensée, décrit une société différente de la société de son temps. En décrivant une société différente, il critique la société de son temps. Il met en mouvement tout un ensemble de pensées et de penseurs qui essaient de se détacher de la société de leur époque pour imaginer une société où on vivrait mieux, où on serait moins malheureux, où on serait moins miséreux. Il y a Thomas More, il y a Campanella après Thomas More, il y a Rabelais aussi, bien entendu, au XVIe siècle. Et puis ensuite, il y a les utopies du XVIIe et les belles utopies des Lumières, qui sont fascinantes. Ça peut être Diderot, ça peut être l'utopie éducative de Rousseau. Au lendemain des grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, la question se repose dans des termes complètement nouveaux. Des hommes et parfois des femmes reprennent en main, reprennent en charge la notion d'utopie. On parle souvent d'hommes qui sont à cheval entre le XVIIIe et le XIXe, qui sont nés au XVIIIe et qui ont pour certains d'entre eux l'expérience de la Révolution française. Je commence par un Anglais, il s'appelle Robert Owen. Au début, c'est un industriel, donc qui fait partie d'un monde, a priori, pas forcément sensible aux questions d'utopie. Mais il se rend compte que le monde ne tourne pas rond. Et il se dit que pour essayer d'améliorer les choses, il ne suffit pas de petites réformes ou de donner de l'argent aux pauvres. Il faut faire en sorte que chaque individu bénéficie essentiellement et avant tout d'une éducation qui lui permette de s'émanciper, de devenir libre. Et donc Owen construit une pensée de l'éducation qui est extrêmement originale. C'est-à-dire que les gamins des ouvriers, il leur propose d'apprendre autrement. Et que la liberté passe par l'union entre les jeunes et les enfants. Le fait que, voilà, il faut très très vite qu'ils soient en mesure de s'associer les uns avec les autres, qu'ils ne soient pas chacun pour soi, chacun pour son intérêt perso. Alors, il met ça en place, et puis il se rend compte que ça ne suffit pas. Et donc, il essaie d'aller un peu plus loin. Il part, il quitte la Grande-Bretagne, et il s'installe aux États-Unis. Et il fonde New Harmony, la nouvelle harmonie. Un espace où l'harmonie est censée régner entre les êtres. Ça dure quelques années, ça se finit un petit peu dans la douleur, non pas parce que les gens sont de mauvaise composition ou malveillants les uns avec les autres, mais parce qu'il faut bien manger, il faut bien cultiver, et puis ceux qui émigrent ne sont pas forcément de très bons cultivateurs. Et lorsqu'on n'a pas à manger, la situation qui au départ était une situation favorable et enthousiasmante devient une situation compliquée, voire tragique. Il y a plein de gens qui sortent de l'expérience découragés, amers, ayant eu l'impression qu'il aurait mieux valu ne rien tenter du tout. Charles Fourier, alors, il est issu d'un milieu de commerçants assez aisés de Besançon. Et puis, il connaît les difficultés, le côté tragique du moment révolutionnaire. Et il garde du moment de la Révolution une impression très forte, c'est qu'il faut changer la société, mais il ne faut pas passer par la violence. Un phalanstère, c'est un lieu. Quelque chose qu'on pourrait appeler aussi un palais social. Parce que, dans la pensée de Fourier, tout le monde a droit au luxe. Il n'y a plus de pauvreté. Donc, un palais confortable. Un palais où chacune et chacun trouve sa place. Alors, ceux qui se réclament de sa pensée ensuite rêvent à des phalanstères. Et pour certains, tentent d'en construire. Ce qu'il faut retenir, me semble-t-il, du phalanstère, c'est que c'est un lieu de circulation et un lieu de mouvement. L'utopie, c'est une pensée du mouvement. Pour dire les choses autrement, quelqu'un qui se place dans cette posture de l'utopie, c'est quelqu'un qui ne se contente pas du monde tel qu'il est. Alors sa pensée est une pensée qui ne domine pas, il reste minoritaire et la pensée qu'il construit reste une pensée moins marquante, par exemple, que la pensée marxiste, mais elle circule dans l'histoire des sociétés, en particulier en France, au XIXe, au XXe et encore aujourd'hui. Il va consacrer son existence à une expérimentation sociale, peut-être l'expérimentation sociale la plus aboutie dans le monde connu, qui est le familistère de Guise.
D'abord, Jean-Baptiste André Gaudin va créer une industrie. Il va fonder dans son village natal un petit atelier pour fabriquer des poêles en fonte de fer. C'est ça qui va conditionner son succès industriel. Tout jeune autodidacte, il a une vingtaine d'années. Son premier geste industriel est de déposer un brevet. À partir de ce premier brevet qui est déposé au mois de juillet 1840, il va construire une industrie de poêles et de cuisinières en fonte de fer qui va devenir leader dans son secteur d'activité en France, voire en Europe. C'est quelqu'un qui, avec d'autres, ceux qu'on appelle les fourriéristes, donc les partisans de la doctrine de Fourier, vont considérer que pour transformer radicalement le monde, ce n'est pas une révolution violente qu'il faut, c'est prendre d'autres voies, celle de l'association du capital et du travail, à condition que ce soit le travail qui gouverne le capital et pas l'inverse, comme c'est le cas dans notre société depuis le 19e siècle, depuis la Révolution française. Et c'est cette idée-là dont il va s'emparer et qu'il tâchera de mettre en œuvre toute sa vie durant. Dans un premier temps, dans une tentative de créer un phalanstère au Texas, une expérience qui va échouer, et c'est l'échec de cette expérience qui va le conduire à faire une tentative qui va connaître un succès beaucoup plus important, c'est celle du familistère de Guise. Donc près de ses ateliers industriels, il va construire un vaste palais pour les familles des ouvriers, employés de l'usine et aussi pour ceux qui font fonctionner ce lieu-là, fondé sur l'idée de d'une association coopérative du capital ou du travail où les travailleurs sont maîtres chez eux. Le familistère et l'usine appartiennent à ceux qui travaillent et habitent, ils n'appartiennent plus à un patron à partir du moment de la création de cette association. Donc une organisation qui est radicalement différente de toutes les organisations patronales qu'on peut connaître par ailleurs. Chez Gaudin, le cœur de la vie en société, c'est la famille. Le palais de Gaudin, c'est le palais des familles à Guise, avec des logements qui sont vraiment très confortables pour l'époque. On vit beaucoup mieux à Guise dans le palais social qu'à 3 ou 5 km de là, chez les pauvres miséreux qui n'arrivent pas à vivre convenablement au quotidien. On y vit très très bien. Il y a un théâtre. Pourquoi un théâtre? Parce que, selon Gaudin, la vie en société, ça passe aussi par l'épanouissement culturel. Et puis il y a une piscine. Cherchez-en 3 autres de plus dans tout le nord de la France au 19e, je vous souhaite bon courage. Il y a une école, et l'accent est mis de manière approfondie sur les vertus de l'instruction et de l'éducation. Parce qu'au XIXe siècle, ils sont nombreux à penser que la liberté pour chacun et pour tous passe par l'éducation. Le but du familistère, c'est pas de vivre en autarcie, c'est pas de s'isoler du monde, c'est de se distinguer du monde. Pour montrer que ici, une nouvelle société est en train de s'inventer, si ça ressemble à tout ce qu'il y a autour, personne ne le verra, ça n'intéressera personne. Donc il faut vraiment se distinguer du monde environnant sur le plan économique, sur le plan social, mais sur le plan architectural aussi. C'est un palais d'importance, donc ça, dans l'environnement du familistère, ça détonne. Imaginez au moment de sa construction, on n'avait jamais vu une construction d'une telle ampleur. Le familistère accueille depuis le 19e siècle des visiteurs. Vous êtes des successeurs des visiteurs qui sont venus depuis les années 1860. Donc il faut bien être conscient que le familistère, ce n'est pas un bâtiment. Le familistère, ce n'est pas qu'une usine ou des pavillons d'habitation. Le familistère, c'est une expérience sociale. Et le but de cette expérience, c'est d'améliorer de manière significative les conditions de vie et de travail de l'employé. Gaudin veut tout simplement prouver qu'on peut changer les choses. Mais que ces changements à opérer dans la société, ils ne doivent pas être théoriques. On ne doit pas seulement réfléchir, imaginer à ce qu'on pourrait changer dans plus ou moins longtemps. Ces changements, ils doivent être pratiques. On doit, par l'application, prouver qu'on peut changer les choses. On peut décomposer ce familistère en 3 grandes parties. L'usine, la fameuse fonderie Gaudin,
D'abord, Godin implante l'entreprise en 1846, il la développe, s'assure que cette usine est en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour la suite de son projet qui démarre en 1859, pour un chantier qui au total va durer 25 années, de 1859 à 1884, et un chantier qui sera uniquement financé par les bénéfices de l'usine. Donc l'usine, il faut la considérer comme le moteur du système familistérien, puisque c'est grâce à elle que Godin va pouvoir construire les deuxième et troisième parties. La partie habitation, représentée par 5 pavillons, qui forment donc l'ensemble des éléments de logement du familistère, le pavillon d'habitation de l'aile gauche, le pavillon d'habitation centrale et le pavillon d'habitation de l'aile droite, ce que Godin va appeler le palais social de l'ouvrier. Un ensemble d'un peu moins de 500 appartements, conçus pour accueillir, selon les calculs de Godin, 2000 personnes sur le site. Ce qui caractérise le familistère, c'est le logement collectif. Tout repose sur la liberté, la volonté individuelle, et c'est déterminant. Dans un régime fourriériste, c'est un immeuble important, avec des centaines de logements, avec des relations très étroites des gens les uns avec les autres. Donc c'est un bouleversement culturel important. Et, la vie s'organise parce que c'est pas simplement du logement, c'est de l'habitation au sens plein. Il y a un théâtre, il y a des écoles, il y a des jardins, il y a une crèche. Et en parallèle de ces pavillons d'habitation, de ce système de vie communautaire qui permettait de tisser le lien social, vous avez des bâtiments dits d'équipement. Des bâtiments qui servent à redistribuer les équivalents de la richesse. On ne peut pas faire que chacun soit riche individuellement. Par contre, on peut s'organiser pour que tout le monde, collectivement, bénéficie des avantages que la fortune accorde. C'est-à-dire, dans une organisation collective, je peux avoir un théâtre, je peux avoir des instituteurs compétents, je peux avoir des jardins où me promener, je peux habiter dans un palais, je peux avoir de l'hygiène, un appartement qui est convenablement éclairé, ventilé, etc., etc. Individuellement, je ne peux pas, mais collectivement, je peux. C'est ça qu'il appelle l'équivalent de la richesse. Par exemple, l'éducation, que vous avez ici, avec le théâtre en position centrale et les écoles de chaque côté, ce que Godin va appeler le bloc de l'éducation. Éducation qui apparaît dès 1862 au familistère et qui est gratuite, obligatoire jusqu'aux 14 ans, laïque et mixte. Vous avez l'hygiène qui est représentée par le bâtiment dit de la buanderie-piscine, bâtiment dédié aux soins et à la santé, lieu dans lequel on va laver le linge, lieu dans lequel on va le faire sécher et lieu dans lequel on va pouvoir, dès 1870, profiter d'une piscine couverte, chauffée et sécurisée. Enfin, dernier bâtiment, mais qui n'est pas des moindres, le bâtiment dit des économas correspondant au magasin en coopérative du site. C'est l'endroit où les familistériens venaient acheter les produits dont ils avaient besoin pour la vie de tous les jours, puisqu'il y avait une partie des magasins en coopérative qui étaient là. Le familistère, c'est la réunion de ces 3 entités, le logement, l'équipement et le travail, formant le lieu de réunion des familles. À partir de là, que fait Godin ? Il réinvestit les bénéfices de l'entreprise dans l'usine afin de pouvoir la moderniser, mécaniser les ateliers, assurer une sécurité plus importante. Et de ce fait, il est en mesure de faire passer la journée de 14 à 10 heures par jour, de 7 jours sur 7 à 6 jours sur 7, mise en place du premier jour chômé le dimanche. Ensuite, augmentation du salaire de 30% pour l'ensemble des employés. On interdit l'embauche des enfants dans l'usine avant l'âge de 15 ans. Et surtout, création d'un système de soins et de santé complet et gratuit avec infirmerie, médecins et système de pension pour les blessés et les malades. Que vous vous trouvez en ce moment même dans ce qui a été le plus long système autogéré à avoir vu le jour au monde. 88 années consécutives. Et quand Godin décède,
eh bien le système ne s'achève pas avec lui, il continue encore pendant 80 ans jusqu'en 1968, puisque Godin avait prévu cette éventualité. Quand Godin meurt, ce n'est pas son fils ou son petit-fils qui reprend les rênes du système, parce que ça fait 8 ans déjà, depuis 1880, que c'est l'association coopérative qui s'en charge. Le famicère n'a pas cessé de fonctionner. Il fonctionne toujours. Il a cessé de fonctionner sous sa forme coopérative initiale. On habite toujours au familistère, les écoles du familistère, elles sont toujours utilisées par les enfants. Nos jardins sont des jardins publics, l'usine fonctionne toujours. Donc le familistère, il continue à fonctionner, ce qui est déjà en soi extrêmement étonnant. Mais il ne fonctionne plus sous sa forme coopérative, pour des raisons économiques. Après la Seconde Guerre mondiale, ils connaissent des difficultés économiques de plus en plus importantes. Et les actionnaires vont devoir se séparer, vendre leur titre de participation. Et l'association coopérative va se dissoudre à ce moment-là. Il y a possibilité d'observer et de comprendre des tentatives actuelles. Dans le Haut-Doubs sont en action en ce moment des fermes expérimentales. Une ferme qui s'appelle la Batailleuse. La ferme de la Batailleuse, c'est de la tentative d'expérimentation, mais très modeste, très terre-à-terre, très quotidienne, d'autres manières de vivre, d'autres manières de produire, d'autres manières de se comporter avec les autres, d'accueillir les autres. D'accord ? La Batailleuse, c'est un endroit qui est portes ouvertes, tout le temps. Okay. Premier exemple. Deuxième exemple. Une compagnie de théâtre qui s'appelle Gravitation, et qui est exactement fondée sur les principes qu'on a essayé de déterminer ensemble. C'est-à-dire faire fonctionner la vie en société, si possible, autrement. Mais ça, à mon avis, ce sont autant de petites incarnations de l'esprit d'utopie, c'est-à-dire l'esprit de mouvement.